inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de La Graine Inspirante. Ce jour-là, nous sommes à Reims pour la 4e étape du Grand Tour Germe et nous nous questionnons sur le travail. C'est quoi le travail ? Un épisode en 2 parties avec les témoignages de participants Germe en plateau et dans le public. Et dans la 2e partie, le regard du doctorant Valentin Bourlois. Il viendra nous partager les premiers résultats d'une thèse qui questionne l'activité physique et la qualité du sommeil. À vous les studios. La Graine Inspirante, un podcast du réseau Germe. Et bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode spécial de La Graine Inspirante. Nous sommes aujourd'hui à Reims pour la 4e étape du Grand Tour Germe. Nous sommes en public, chers amis, bonjour. C'est mon côté jeu des 1000 € qui ressort. C'est vous le public de managers qui êtes les premiers invités. Le travail, c'est un moyen de s'épanouir. Ouais, le travail, c'est les rencontres et c'est oser. Parce que c'est là que j'ose beaucoup plus qu'ailleurs. Nous vous avons posé une question. C'est quoi le travail ? C'est la santé. Le travail, c'est des relations humaines. Le travail, ça fait partie des ciments de la société pour moi. C'est du faire ensemble, c'est du être ensemble, c'est de se projeter ensemble. C'est un ciment. Intéressante les réponses, intéressantes parce qu'elles nous permettent de prendre de la hauteur. La hauteur c'est bien, le très concret c'est bien aussi. Alors nous allons ajouter une consonne et doubler le titre. C'est quoi ce travail, celui que vous occupez et pour lequel vous vous investissez tant ? Je dirais, je simplifie la vie des RH. Moi, je travaille dans une vie de vacances. C'est un travail qui vise à mettre en mouvement les équipes. Et moi, c'est un travail où j'essaye de faire changer des gens. Mais il n'y avait pas de réponse derrière le mais, donc peut-être que ça vous inspire vous aussi. Quelles sont vos joies, vos peines, vos doutes, les trucs, les astuces pour mieux vivre ce travail, vos quêtes professionnelles, votre intention personnelle lorsque chaque matin vous rencontrez vos équipes et tout l'écosystème de l'entreprise. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que vous en avez conscience de cette intention ? Quand on sort de chez Germe, on est en pleine conscience. Tous les matins, non. J'arrive à conscientiser dans quel état je suis en respirant, en prenant une pause entre le moment où je vais commencer et le moment où je commence vraiment. C'est là de commencer par une pause en fait. Ce qui est très conscient, c'est ce que je veux impacter quand je travaille, en respectant chacun et en titillant tout le monde. Moi, ma façon, c'est de faire du vélo et donc je pédale une bonne demi-heure pour arriver au travail. Donc, ce qui me permet de m'engager physiquement et aussi intellectuellement sur ce que va être ma journée. Et pour vivre votre management avec davantage de conscience, racontez-nous vos histoires, vous les germistes dans le public, les récits du quotidien qui vous font dire « je suis à ma place ». La Graine Inspirante. Et pour vous inspirer justement, 2 managers Germe, Laura Abachi-Carrère, directrice adjointe chez Atmo. Laura, s'il vous plaît. Ton métier, Laura, c'est d'observer l'air de tout avec l'air de rien, c'est ça ? Ouais. C'est un peu ça, l'idée. Ouais. Et puis Olivier Lamarque. DSI directeur des systèmes d'information chez 3E Concept cosmétiques et produits ménagers bio à domicile. C'est ça. Ce serait pas mal ça comme résumé. Pas mal. Et puis en fin d'émission, un doctorant, Valentin Bourlois, nous rejoindra. Il est doctorant, il planche actuellement sur l'activité physique et la qualité du sommeil des dirigeants. Un podcast du réseau Germe. Laura, avant de travailler dans la qualité de l'air, tu repêchais des voitures et des vaches tombées dans des canaux, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est un peu ça, entre autres. Mais pas que. T'as 30 ans à l'époque et on peut pas dire que l'équipe t'accueille à bras ouverts dans cette structure de la sphère publique dans laquelle tu travailles. Non, j'ai 30 ans, je suis une femme, je suis juriste de formation et je suis salariée et je prends en management une équipe d'exploitants qui sont tous fonctionnaires, qui sont des hommes, qui viennent de la filière technique et qui ont des gros bras croisés. Et pas tous, mais qui ont quand même un peu peur que je vienne pour saper les effectifs. Pour casser, ouais, c'est ça, pour saquer du fonctionnaire en fait. C'est un peu ça qui te colle à la peau quand t'arrives en tout cas. C'est mon sac à dos, mais c'est parce qu'ils me connaissent pas. Et ils le disent haut et fort. Et toi, tu demandes quoi quand tu arrives ? Moi, je demande qu'on apprenne à se connaître, à se faire confiance et puis à voir comment on pourrait peut-être collaborer sereinement. On a un Michel dans ton équipe qui te teste ? On a Michel qui est mon adjoint. On l'appelle Michel. On l'appelle Michel. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait quand il te teste ? Alors c'est mon adjoint, donc on est censé avoir une relation de confiance. Il vient me chercher
tout le temps sur des sujets dont je connais pas les réponses, du style il y a une vache dans le canal, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il sait très bien comment faire. Ouais. Moi je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait la chef là? Parce qu'elle est payée pour ça. Et du coup, je lui réponds que je sais pas, j'espère que la vache va bien. Ouais. Et puis j'essaye de construire quelque chose avec lui, j'essaye de comprendre ce qui l'inquiète, j'essaye de comprendre ce qu'il cherche. Et en fait, il m'explique que ce qu'il cherche, je cherche pourquoi il a pris ce poste et il m'explique que ce qui lui plaît c'est le titre d'adjoint. Ah, c'est le titre, voilà. D'accord. Donc il cherche la reconnaissance. Bah oui, je pense. C'est un peu ça l'idée. Faut quand même être fort psychiquement, émotionnellement et même physiquement, j'ai envie de dire, quand on arrive dans une telle équipe. Alors je m'étais préparée, je savais que j'étais pas attendue à bras ouverts. Après, j'étais en accord avec la vision, je connaissais la stratégie, j'avais passé des entretiens, j'avais été sélectionnée, donc je savais ce que... Tu savais, mais tu te couches quand même à 21h tous les soirs parce que tu es totalement exténué. Alors j'étais sur un poste de gestion de projet avant, là je passe sur un poste de management et je me rends compte qu'on écoute toute la journée et l'écoute active c'est crevant. Tu t'es dit, je ne dis rien en fait, j'écoute et je me tais, ça doit pas être évident ça. Je me suis dit, il faut que j'observe. Donc c'est à beaucoup de temps où on écoute, on essaye de comprendre, on essaye de tester quelques petites techniques. Comment tu la vis, la solitude du manager qui concerne à peu près 100% des gens qui t'écoutent? Comment je la vis Surtout dans cette première période où là tu arrives dans un poste où il va falloir faire tes preuves, où on t'attend au tournant. Alors j'ai la chance d'avoir un directeur qui me soutient, donc j'ai mon SAS où je peux échanger avec lui, lui il y connaît bien aussi, c'est assez constructif. Après, ça a duré 6 mois heureusement. Ça a duré 6 mois. Parce qu'un peu plus long ça aurait été fatigant. Michel, il a eu besoin de reconnaissance. Qu'est-ce qui te fait identifier un peu plus le moteur reconnaissance? Ça se traduit par quel fait très concret? Lui, très concrètement, ce qu'il faisait et qui lui faisait du bien, c'est que quand il y avait des questions, des choses sur lesquelles il fallait répondre, c'était lui qui répondait. Il avait sa solution, il répondait, il l'apportait. Et donc ce fait de se projeter en avant, d'avoir la reconnaissance de sa compétence, ça lui faisait du bien. Donc du coup, j'ai appuyé cette chose-là et je lui ai offert un portefeuille qui gérait seul en autonomie. Je te confie la maison, mais confidentialité totale. Après, c'est ce que je lui ai dit. Si je te donne les équipes, tu fais les entretiens, mais du coup, dans notre job de manager, il y a un côté confidentiel, donc tu te tais. Travailler, c'est avoir besoin de reconnaissance. Et quand on est manager, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ce besoin de reconnaissance? Il ressemble à quoi? Les micros sont ouverts. Bonjour, je suis Isabelle, je suis DRH dans une usine. Je travaille à Metz. Voilà. Bonjour Isabelle, ça parle de reconnaissance. Voilà, donc j'ai travaillé récemment avec une de mes généralistes RH sur un dossier très important. Qu'on doit présenter qu'on a présenté au CODIR. Donc je fais partie du CODIR bien sûr et donc normalement c'est à la DRH de présenter des dossiers qui sont stratégiques au niveau ressources humaines et j'ai proposé à ma généraliste RH de venir en CODIR présenter le travail qu'on avait fait ensemble. Voilà, donc ça a été pour elle une belle reconnaissance. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Parce que elle avait peut-être rien demandé. Elle avait envie, mais bon, un CODIR ça fait peur même si on connaît les managers qui font partie d'un CODIR. Elle avait envie, moi j'ai envie moi je suis sur ma fin de carrière, donc j'ai envie de la faire grandir, de la pousser vers un poste de RRH et de la mettre en situation. Et peut-être de prendre ta place plus tard. Qu'est-ce que ça produit très concrètement, Isabelle, quand tu l'invites à ce CODIR? Comment tu la prépares à ça? Parce que croiser les membres du CODIR dans le couloir, leur serrer la paluche, c'est une chose, mais les retrouver assis à une table où eux, ils ont leurs habitudes, mais pas ta collaboratrice, ça change pas mal de choses. Alors, comment tu la prépares et quels fruits tu récoltes? Alors déjà, donc moi je fais partie du CODIR, donc déjà s'exprimer devant son manager, c'est pas évident. Donc on a préparé une présentation et on s'est un petit peu entraîné et elle a fait la présentation à l'équipe RH déjà. Et puis après, on débarque pas comme ça en fait. On bosse, on s'entraîne, on répète. C'est ça. Ouais. Pour lui donner confiance et puis l'équipe lui a fait des petits retours. Alors c'est surtout sur la prise de parole en public, quelque chose qui est difficile pour des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer facilement. Enfin, il faut y passer. Donc, en tout cas, ce qu'on entend, Isabelle, c'est que tu l'as pas poussé dans la piscine, quoi. Tu l'as vraiment accompagné, pas du tout. Marche après marche pour descendre et se baigner dans une eau agréable.
Voilà, donc elle était quand même stressée, mais donc ça s'est plutôt bien passé, un codir bienveillant. Donc après, elle était super contente, quoi. Et ça a été une belle reconnaissance pour elle. Merci pour cette belle histoire, Isabelle. Est-ce que vous avez d'autres belles histoires? Vous avez raison de faire ça. Est-ce que vous avez d'autres histoires? Ça parle de reconnaissance. Christine, je suis de Valenciennes et je travaille dans l'industrie textile. J'ai travaillé auparavant dans le conditionnement de jus de fruits et c'est cette histoire que je souhaite partager. Il y avait un ouvrier qui avait des difficultés à écrire. Par contre, il avait des vraies capacités à piloter une équipe. Ça pénalisait l'entreprise et aborder le sujet de l'illettrisme quelque part, c'est assez délicat. C'est super délicat parce que ça touche à des choses parfois très ancrées, à des tabous, des complexes. Exactement, le regard des autres. Ouais. Et un jour, je lui propose une remise à niveau parce qu'il m'écrivait parfois en langage SMS. Il me dit, ça tombe bien, j'ai un concours en tête, j'aimerais passer le concours de fédération de pêche pour avoir des responsabilités au sein de la Fédé. Donc on a mis en place cette formation. Donc il a suivi cette formation d'orthographe. Aussi bien lui que l'entreprise en a tiré les bénéfices. Lui a réussi son concours. L'entreprise l'a emmené vers chef d'équipe. Et il est revenu me voir après. Il m'a dit, écoute Christine, ce que tu as fait là, j'aurais pas pu le faire moi-même. Et tu m'as donné une vraie opportunité. Tu m'as permis d'accéder à quelque chose qui me passionne vraiment. Merci Christine. Merci beaucoup pour cette anecdote qui, on le voit, est passée par l'extérieur. On appelle ça triangulé. On s'est appuyé sur un objet extérieur qui était ce certificat de pêche, ce permis de pêche. T'avais pas vocation à être manager, toi, Olivier? C'est exact. Pour la petite histoire, je suis arrivé dans l'entreprise en tant que chef de projet. Un an après, mon manager de l'époque, en 2019, Emmanuel, me dit, Olivier, je te vois bien manager d'équipe. Moi, je lui dis moi. Mais j'ai rien fait. Voilà. Pourquoi? Manager, ok. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas les clés pour devenir manager. Pourtant, t'étais manager de projet. De projet, mais manager hiérarchique, c'était très loin pour moi. J'y pensais pas du tout. Et du coup, il me donne les clés. Moi, je dis, par contre, j'ai besoin d'assurance. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, dès le lendemain, je me retrouve dans un groupe émergence et c'est parti. Ouais, évidemment. Et donc ça, c'est un petit coup de promo, évidemment, pour les cursus émergence et cursus germe. Ça fait quoi d'être reconnu par sa hiérarchie? Qu'est-ce qui pousse en premier, les ailes ou le melon? On va dire les ailes. Le melon, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop ton truc, on est d'accord. Qu'est-ce qui t'amène à déployer tes ailes? Moi, je te retrouve avec quelle énergie d'un coup là? Je travaille beaucoup avec l'énergie du collectif. Alors déjà en gestion de projet, on en a besoin beaucoup. Et encore plus après, je pense qu'on est manager d'une équipe. C'est vraiment ça pour moi qu'il faut amener. Mettre l'équipe au centre, travailler dans la transversalité. Et, à quoi ça ressemble chez toi? À quoi ça ressemble? C'est les mettre en dynamique, en fait, j'ai envie de dire. Les motiver, leur expliquer. Et sur une grosse partie, leur laisser les clés pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes. Tu ressors là tout juste des entretiens annuels. C'est quoi? C'est une belle trame déjà qui est super bien construite, mais une trame toute seule, ça fait pas grand-chose. Donc là, le plus Olivier, c'est quoi? Le plus Olivier, c'est de... Moi, quand j'aborde les entretiens annuels, je me dis, j'ai pas envie de découvrir des choses. Donc déjà, c'est un travail du quotidien, travailler avec la personne de son équipe tout le temps. Et l'entretien annuel, c'est bien pour se reposer ensemble et puis de faire le parcours de ce qu'on a vécu dans l'année. Donc si on te dit tout va bien, c'est génial. Alors ça veut dire que la mission a été accomplie? Pas toujours, parce qu'en fait, on peut avoir des surprises quand même. Après, le tout, c'est d'aller creuser. En fait, si on me dit tout va bien, ok, on creuse. Par exemple, j'ai l'exemple de Laurent. Ouais, raconte-nous l'histoire de Laurent alors. Qui n'était pas à l'aise pour te raconter une difficulté. Voilà, Laurent me dit ça fait un an qu'on bosse ensemble, tout se passe bien, mais il y a quelque chose qui m'embête. Je sais pas trop dire quoi.
Donc je dis je creuse, rentrons un peu dans qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit c'était mars-avril, j'avais des difficultés. T'es intervenu avec moi, ce qui est bien. Et je dis mais qu'est-ce qui n'a pas été, je comprends pas. Alors il me parle que la position que j'avais, je suis venu l'accompagner sur un projet en tant qu'expert. Je dis le projet super, je t'ai aidé, on a réussi à le mener, on a réussi à le Tu lui as tout fait du sol au plafond. J'ai compris ça à ce moment-là. Et du coup, je lui dis, ok, c'est bien de me l'avoir retourné, et puis on va pouvoir travailler cette année ensemble sur ce sujet-là. Et on a travaillé sur ça, et en fait, c'est vraiment une histoire de positionnement que j'ai découvert. C'est-à-dire que tu lâchais pas cette chose ? Je lâchais pas cette chose. En fait, par exemple, sur l'exemple où il y avait besoin de moi sur ce projet, moi, je suis rentré dans le projet pour que le projet fonctionne bien. Mais en fait, ce qu'il avait besoin, c'est que je l'accompagne en disant voilà, tu pourrais faire ça, et lui laisser les mains de le faire lui-même, en fait. Lui laisser les clés. Tu dis poser un socle de confiance globale. Oui. C'est joli, ça ressemble à un slogan de magasin célèbre. Ça pourrait. Mais alors très concrètement, ça ressemble à quoi ? Raconte-nous un petit truc là. Pour moi, la confiance, ça s'acquiert. Ça vient pas du jour au lendemain. Et on a toujours l'impression que c'est le manager qui doit amener des choses. Mais ce que je leur explique, c'est qu'il n'y a pas que le manager. C'est eux aussi qui doivent prendre les rênes de leur poste et me remonter des choses, en fait. Donc c'est vraiment ça. Et une fois que ça marche bien comme ça, le manager peut s'effacer de plus en plus, j'ai envie de dire. Et le tout, c'est que le manager définit bien les compétences de la personne et lui laisse... Laura, la confiance chez toi ? La confiance. La confiance, ça ressemble à quoi ? La confiance pour moi, c'est la liberté qu'on m'octroie, et la confiance avec mes équipes, c'est la liberté que je leur offre, parce que je sais qu'on fonctionne en mode échange, remontée de problèmes. Dans le public, ça parle de confiance, ça parle de relations où vous cherchez le bon positionnement, le bon curseur. Racontez-nous. Aurore, donc je travaille à Boué et dans l'industrie agroalimentaire. Bonjour Aurore. Bonjour. Donc moi, c'est une anecdote qui va dater un peu. Mais en fait, quand je démarrais, quand mes managers rentraient à mon bureau, pour moi, il fallait que je réponde à leurs questions et que je leur trouve une solution. Et c'est normal, c'est le rôle du manager. Parce que je suis manager. Ouais. En tout cas, c'était vraiment ça que j'avais comme idée au départ. Et en fait, une fois, quand on était en séminaire, on faisait un feedback, on s'échangeait en disant voilà, qu'est-ce que j'aime bien chez toi, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut améliorer, un peu l'exercice basique, mais toujours très intéressant. Et là, mes managers me disent mais en fait, Aurore, tu nous écoutes pas, et en fait quand on vient dans ton bureau, au final on a l'impression que tu déroules, et puis qu'on soit là ou pas, ça change rien. Alors déjà, qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça ? Ah bah là, ça me scie les pattes. En fait, au départ, je me dis mince, au final, moi je suis là pour les aider, je les écoute, je leur trouve des solutions, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus, en fait ? Et après, je me suis dit... ils sont jamais contents, quoi. Ouais, c'est ça, où en fait, au final, je me dis j'ai rien compris, en fait. On a refait une réunion hors séminaire, et puis je dis, mais au final, comment vous voudriez que ça se passe ? On refait la scène, vous arrivez dans mon bureau, et au final, dites-moi ce que vous attendez. Ah, on refait la scène, c'est pas mal ça, refaire le match. Et puis on refait le match. Et puis ils me disent, en fait, quand on vient dans ton bureau, on t'exprime le problème, mais on aimerait plus que tu nous dises, qu'est-ce que tu ferais ? C'est quoi ta proposition ? Et là, ils attendent plutôt un accompagnement et un soutien de leurs problèmes, enfin en tout cas un soutien de leurs solutions, plutôt que je leur donne la solution. Ouais. Donc voilà, depuis ce temps-là, maintenant... on attend de toi que tu sois une animatrice, une coach, quoi. Voilà, en c'est quelque ça. sorte. Et pas juste une machine à fournir des solutions. Ouais. Ça a changé quoi de changer un peu d'identité pour toi ? Déjà, moi, ça me préserve, parce qu'au final, de toujours vouloir en fait être dans l'action, trouver des solutions, ça fatigue, et d'être plutôt dans l'accompagnement, entre guillemets, dans les backstage, de se dire on va d'abord les écouter, voir ce qu'ils proposent, c'est plutôt... C'est beaucoup plus reposant. Voilà, merci Aurore. Une autre histoire... On cherche le bon curseur relationnel. C'est pas évident de trouver le bon mixage, si on prend la métaphore de la table du mixage. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, d'Aix-en-Provence, secteur de travail, le BTP. Alors on est parti de loin, on avait un sujet de recrutement, de publicité de notre métier, bâtiments et travaux publics. On avait un problème de transmission du savoir. Donc on a essayé d'identifier des ouvriers, chefs d'équipe, des chefs de chantier, des hommes et des femmes de terrain. Et quand on les a identifiés, on a été vers eux
Et on leur a demandé de créer un groupe de travail. On a commencé 10, 20, 30, on est arrivé à une centaine dans le sud de la France. Et on les a reconnus comme transmetteurs du savoir. Donc ils se cooptaient les uns les autres, on allait les chercher. Et ils ont eu pour mission d'aller dans les forums étudiants, dans les forums dans les écoles, dans les maternelles, parler de leur métier. Et en fait, au-delà de leur qualité de transmission du savoir, on s'est aperçu, en parlant avec eux, qu'on leur avait donné énormément de reconnaissance. Or, ce n'était pas le but au départ. Et eux, ils nous ont envoyé le message en disant, en fait, vous nous reconnaissez nos valeurs. Donc, c'était une démarche qui partait de nous aider dans le recrutement, de nous aider dans la publicité de notre métier. Et le résultat, c'est que l'on reconnu comme de la reconnaissance. Vous avez fabriqué un autre mode de relation, et là tu viens d'associer les deux thèmes avec le thème précédent qui est la reconnaissance, et même fabriquer autre chose encore, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu. Tu nous parleras de Thierry tout à l'heure, Laura, qui ira un peu dans le sens de l'histoire de Philippe. Merci Philippe pour cette proposition. Ben ouais, ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. On a laissé Michel en quête de reconnaissance là tout à l'heure, Laura. L'entreprise vient un gros sujet de transformation à cette époque-là. Oui, on a un gros sujet de transformation, c'est un sujet politique avec lequel moi je suis en accord sur le fond. Après, mais Michel, il est contre. Il y a des impacts sociaux forts, ouais. Et donc il a de l'aura. Il n'envisage pas qu'on puisse accompagner ça correctement. Et du coup, avec la façon dont on a redéfini nos missions, il a pris plein de choses qui étaient initialement dans mon portefeuille. Moi, ça m'a dégagé du temps pour du coup travailler sur cette transformation. Donc finalement, encore une fois, ça a été bénéfique. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? Qu'est-ce que tu fais, Laura? Qu'est-ce que tu fais, Olivier? Quand vous avez quelqu'un de contre, voilà, de résolument contre, en plus il est attaché à une culture du contre, peut-être parfois depuis très longtemps. Vous faites quoi face à l'adversité? Vous faites quoi face à quelqu'un qui a du mal à changer, à évoluer, à se transformer? Au début, j'essaie de comprendre pourquoi, de quoi il a peur, qu'est-ce que ça vient chambouler en lui. Après, il y a des gens qu'on arrive à décaler, il y a d'autres gens qu'on arrive moins à décaler. Donc, personnellement, j'ai plus tendance à concentrer mon attention sur les autres gens sur les autres membres de l'équipe qui du coup sont soit pour ou soit hésitants, mais avec qui je peux construire quelque chose. Le réflexe de certains managers, c'est de chercher absolument à convaincre ceux qui veulent pas l'être. Et toi, ce que tu dis, c'est d'investir plutôt sur ceux qui sont déjà favorables. J'essaye de voir si je peux le faire changer de camp. Après, si c'est un combat que je peux pas gagner, je me décale. Tu cherches les moteurs, en fait. Les moteurs de l'équipe pour emmener les autres. Voilà. Le premier invité de cette émission, c'est vous, les germistes dans le public. Est-ce que vous avez une histoire de changement difficile à faire passer, ou au contraire beaucoup plus facile parce que vous avez une certaine approche, vous avez une certaine méthode? Parlez-nous de changement, parlez-nous d'opposition aussi. Qu'est-ce que vous faites face à quelqu'un qui a décidé d'être contre, quoi qu'il se passe? Bonjour. Oui, bonjour. Amandine, de Troyes. Alors, dans une entreprise dont j'ai fait partie, une dizaine de salariés et qui avait une organisation, on va dire, assez pyramidale. Et depuis mon arrivée, il y avait toujours ce discours de dire mais un jour ce sera transformé en scope, on va faire une scope et ce sera comme ci, ce sera comme ça. C'était l'Éden. Voilà. Un jour, ce sera l'Éden. Et puis, à un moment, alors moi, j'ai besoin de vivre l'expérience. Donc, je leur dis, OK, est-ce que ça vous dirait qu'on avance concrètement sur le sujet ? Parce que là, on en parle, on est dans les mots, mais comment ça se réalise dans la matière ? Et donc, on a fait appel à une personne extérieure, donc à qui, finalement, tout le monde pouvait se confier et tout dire. On a travaillé sous forme d'atelier ensemble. Ça a permis à chacun de s'exprimer sur comment il voyait son poste, sa posture, dans ce nouveau paradis, comme tu dis. Et alors Alors, ça m'a permis à moi, finalement, de sortir de cette structure, parce que la manière dont moi je voyais les choses dans ce collectif, la dynamique qu'il allait y avoir ensemble,
Je ne m'y retrouvais pas dans ce que j'entendais des autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis restée en lien avec cette entreprise et qu'ils ont gardé cette dynamique de faire appel à cette tierce personne extérieure et de réaliser ces ateliers de groupe où chacun exprime ses besoins, ses envies par rapport au territoire, par rapport à leur poste. Et ils ont trouvé une structure juridique autre que la SCOP qui correspond davantage à leur ambition. Voilà, à leur ambition et au futur de cette entreprise. Ouais. Et ça a permis finalement de mettre du mouvement là où il n'y en avait pas. Voilà, c'est ça. Ça a amené des changements et aussi les gens ont pu exprimer leur peur. Je me suis rendu compte que le fait que moi j'arrive à sortir, ça a permis à d'autres personnes aussi de se dire que c'était possible et de quitter quelque chose qui leur convenait plus. Et aussi, par la même occasion, de permettre à des personnes, comme ça a été verbalisé, le besoin, on aurait besoin d'une personne qui soit comme ci, comme ça, et bien cette personne-là, elle est arrivée aujourd'hui dans la structure. Voilà, donc vous vous êtes mis en action, vous avez fait exister cette intention, plutôt que d'être dans une espèce de projection idyllique. Merci Amandine. Ça parle de changement, ça parle de résistance au changement. Bonjour. Bonjour Charles, je travaille en tant que directeur commercial dans les énergies renouvelables. J'ai des exemples un petit peu extrêmes que je souhaitais vous partager. Le premier, voilà, donc j'étais directeur commercial dans une ancienne entreprise. Et puis je voulais insuffler un changement de stratégie, voilà, se développer vers un nouveau segment de marché. Et j'avais proposé ce job passionnant à un de mes collaborateurs qui était un petit peu en souffrance sur un autre poste. Et voilà, et puis au bout de 2 mois, je me rendais compte que ça prenait pas, lui dans sa tête, il était pas bien. Avec les équipes, le reste des équipes, ça prenait pas non plus. Et voilà, il était toujours dans l'opposition. Voilà, c'était assez destructeur. T'arrivais à identifier ce qui motivait son opposition ? En fait, il y a eu un changement réglementaire. Enfin, le business de l'énergie est très drivé par la réglementation. Et un changement de réglementation a fait que son marché historique est devenu obsolète. Et du coup, il a eu du mal à se projeter dans un autre projet. Bref, j'ai dû, avec lui, en arriver à la conclusion que malheureusement, soit il acceptait de se projeter dans ce nouveau projet, soit il devait se trouver une autre mission, une autre entreprise, quoi. Donc ça a été une décision assez difficile parce que c'était la première fois pour moi que je devais à me séparer d'un collaborateur. Mais ça a été une réflexion commune où de lui-même il était d'accord qu'il valait mieux pour lui de partir, quoi. Merci Charles. C'est quoi ton truc, ton astuce, Laura ? Sur le changement ? Ouais, sur le changement. Quand je présente un projet de transfo ou de changement aux équipes, je commence toujours par leur présenter ce qui ne change pas. Qu'est-ce que ça provoque, ça ? Ça les rassure. Ça les rassure et moi ça me permet de capter leur attention sur les messages. Voilà, c'est l'astuce de Laura pour accompagner le changement. Dans la seconde partie de cet épisode consacré au travail, nous parlerons de quête de sens et de place au sein de l'entreprise. Nous parlerons de dynamique collective et aussi d'un travail fondamental, le travail sur soi. Vous êtes comment vous là-dessus ? La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.